Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français texte, chapitre 20 et chapitre 21. Je répète, chapitre 20 et chapitre 21 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Chapitre 20. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison, ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé, et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée. C'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine, comme sous la forme de grilles et de verrous. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, invisible, moitié maison, moitié homme. Je suis pas proie. Je suis sa proie. Elle me couve. Elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Chapitre 21. Je suis calme maintenant, tout est fini, bien fini. Je suis sorti de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur, car, je l'avoue, j'espérais encore maintenant. Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnaient, non, c'était l'avant-quart. L'avant-quart. La porte de mon cachot s'est ouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entrouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabbin, c'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. Cela a été sinistre. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris, mon fils, m'a-t-il dit. Êtes-vous préparé? Je lui ai répondu d'une voix faible. Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Cependant, ma vue s'est troublée. Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. J'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines
de bourdonnement pendant que je vacillais sur ma chaise comme endormi. Le bon vieillard parlait. C'est du moins ce qui m'a semblé, et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. La porte s'est ouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arraché, moi à ma stupeur, lui à son discours, une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officiel des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis huissier après la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. C'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicité avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. J'ai dit tout cela et j'ai repris d'une voix ferme. Lisez, monsieur. Il s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté quand elle a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré. Nous partons à 7h30 précise pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre depuis quelques instants? Je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Il lui avait l'œil fixé sur mon papier. Je regardais la porte qui était restée entr'ouverte. Ah, misérable! Quatre, quatre fusillés dans le corridor. L'huissier a L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je répondu à votre aise. Il m'a salué en disant, j'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Alors, ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir. Mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Il le faut sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par les charpentes du toit. Quand même, je devrais laisser de ma chair après les poutres. Oh, orage, démon, malédiction, il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n'ai ni un clou, ni une heure. Question de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur au début de cet extrait concernant son traitement matériel en prison? Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur au début de cet extrait concernant son traitement matériel en prison? La réponse. Le sentiment dominant exprimé par le narrateur est la résignation et une forme de détachement. Il reconnaît que son traitement matériel est correct et a raison. Ils sont exacts, sobres,
mais souligne l'inutilité de ses soins face à sa condamnation à mort. Mais qu'est-ce que tout cela pour un condamné à mort? Question 2. À quelle comparaison le narrateur recourt-il pour illustrer la manière dont il est traité? Quel est l'effet de cette comparaison? Question 2. À quelle comparaison le narrateur recourt-il pour illustrer la manière dont il est traité? Quel est l'effet de cette comparaison? La réponse. Le narrateur se compare à un homme qu'on va saigner. L'effet de cette comparaison est de souligner l'ironie tragique de la situation. Les soins prodigués à son corps sont uniquement destinés à préparer son exécution, tout comme on soigne un animal avant de le tuer. Quels sont les deux éléments concernant son sort futur que le narrateur affirme savoir et croire? Question 3. Quels sont les deux éléments concernant son sort futur que le narrateur affirme savoir et croire? La réponse. Le narrateur affirme savoir que mon pourvoi sera rejeté et croit que ma grâce est impossible. Ces deux certitudes soulignent son désespoir et son absence d'espoir. Question 4. Quel contraste le narrateur établit-il entre son état actuel et celui qu'il éprouvait lors de sa fièvre? Question 4. Quel contraste le narrateur établit-il entre son état actuel et celui qu'il éprouve lors de sa fièvre? La réponse. Le narrateur établit un contraste entre son état actuel d'engourdissement et de non-vie. Maintenant, je ne vis plus, je ne souffre plus, je ne sais quoi qu'on mène à la mort. Et l'état de sa fièvre où, malgré la torture, il se sentait vivant et distant. Il me torturait, il est vrai, mais au moins, il me faisait vivre. Il me prouvait que j'existais encore. Question 5. Comment le narrateur perçoit-il le monde qui l'entoure dans son état actuel? Question 5. Comment le narrateur perçoit-il le monde qui l'entoure dans son état actuel? La réponse. Dans son état actuel, le narrateur perçoit le monde qui l'entoure comme étranger et distant. Je suis étranger à tout ce qui m'entoure, ces murs, ces verrous. Tout cela est loin de moi. Il utilise la comparaison avec les nuages qu'on voit passer dans le ciel avant l'orage pour illustrer cette distance et son sentiment d'être déjà détaché de la réalité terrestre. Passons maintenant aux questions d'analyse de langue. Question 6. Identifier et analyser l'effet produit par l'emploi de la figure de style dans la phrase. On me flatte, on me caresse, on me soigne comme un homme qu'on va saigner. Je répète la question 6. Identifier et analyser l'effet produit par l'emploi de la figure de style dans la phrase. On me flatte, on me caresse, on me soigne comme un homme qu'on va saigner. La réponse, la figure de style employée est une comparaison. L'effet produit est ironique et tragique. Les verbes flatte, caresse, soigne suggèrent un traitement bienveillant. Mais le complément comparatif comme un homme qu'on va saigner révèle la véritable intention, préparer la victime à sa mort. Cela met en lumière l'absurdité et la cruauté de la situation du condamné.
Question 7. Relevez dans le deuxième paragraphe deux expressions qui montrent la passivité du narrateur face à son destin. Question 7. Relevez dans le deuxième paragraphe deux expressions qui montrent la passivité du narrateur face à son destin. Réponse. Deux expressions qui montrent la passivité du narrateur sont je suis, je ne suis, je ne sais, je suis, je ne sais quoi qu'on mène à la mort, et mon corps marche et mon esprit regarde. La première la réduit à un objet inanimé, tandis que la seconde suggère une dissociation entre son corps et son esprit. Ce dernier étant un simple spectateur de son propre cheminement vers la mort. Question 8. Analysez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe. Quel thème ce champ lexical met-il en évidence? Question 8. Analysez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe. Quel thème ce champ lexical met-il en évidence? La réponse, le champ lexical dominant dans le premier paragraphe est celui de l'institution carcérale. L'institution carcérale et de la mort imminente. Geôlier, sous-geôlier, instrument de cette machine infernale condamnée à mort, pourvoi sera rejeté, grâce est impossible. Guillotine, ce champ lexical met en évidence le thème de l'enfermement et de l'inéluctabilité de la sentence. Question 9. Expliquez la phrase « Mon corps est bien soigné et mon âme ». Quelle figure de style est présente et quel est son effet? Question 9. Expliquez la phrase « Mon corps est bien soigné et mon âme ». Quelle figure de style est présente et quel est son effet? La réponse. Cette phrase met en évidence un contraste saisissant entre le soin apporté au corps du condamné et le néant de l'attention portée à son âme. La figure de style présente est une question rhétorique. Son effet est de souligner l'absurdité de se préoccuper du bien-être physique d'un homme dont la mort est imminente, tout en ignorant sa souffrance morale et spirituelle. Question 10. Réécrivez la phrase suivante au registre courant. Ah, plus au ciel que j'eusse encore cette fièvre, cette horrible fièvre qui m'agitait il y a quelques nuits. Question 10. Réécrivez la phrase suivante au registre courant. Ah, plus au ciel que j'eusse encore cette fièvre, cette horrible fièvre qui m'agitait il y a quelques nuits. La réponse, le registre courant. Ah, si seulement j'avais encore cette fièvre, cette horrible fièvre qui m'agitait il y a quelques nuits. La question 11. Identifier la nature grammaticale de la fonction et la fonction des mots soulignés. Il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils. Identifier, je répète la question 11, identifier la nature grammaticale et la fonction des mots soulignés. Il faudrait des mois. Le mot souligné, c'est des mois. Il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils. La réponse, des mois comme nom commun, complément circonstanciel de temps. Ce mur, le mot souligné, deuxième mot souligné, ce mur. Déterminant démonstratif, suivi du nom commun mur.
Ensemble constituent le complément d'objet direct du verbe percer. La question 12. Justifier l'emploi du passé simple e et de l'imparfait du subjonctif eus dans la phrase a plutôt ciel que j'eusse encore cette fièvre. Question 12. Justifie l'emploi du passé simple e et de l'imparfait du subjonctif eus dans la phrase a plutôt au ciel que j'eusse encore cette fièvre. La réponse, l'emploi de plus, passé simple, et de eus, imparfait du subjonctif, indique une expression de souhait ou de regret dans le passé typique du registre soutenu. La concordance des temps dans une proposition subordonnée exprimant un souhait ou un regret après un verbe au passé simple requiert l'imparfait du subjonctif. Question 13. Quelle est la notation du mot infernal lorsqu'il qualifie la machine? Question 13. Quelle est la connotation du mot infernal lorsqu'il qualifie la machine? La réponse, le mot infernal a une connotation négative et diabolique. Il suggère que la machine, la guillotine, est un instrument de torture et de mort, associé à la souffrance et à l'horreur de l'enfer. Cela renforce la vision tragique du narrateur. Question 14. Expliquez l'antithèse présente dans l'expression. Cette clarté pâle, cette obscurité profonde, quel effet produit-elle? Question 14. Expliquez l'antithèse présente dans l'expression. Cette clarté pâle, cette obscurité profonde, quel effet produit-elle? La réponse. L'antithèse oppose clarté pâle et obscurité profonde. Elle produit un effet de dualité et de déséquilibre, reflétant l'état psychologique instable du narrateur oscillant entre de faibles lueurs d'espoir et de conscience, à l'immensité de son désespoir et de la mort imminente. Question 15. Comment est l'emploi du pronom indéfini on dans les phrases? On me donne de temps en temps un livre. On me flatte. On me dit que mon pourvoi sera rejeté. On ajoute que ma grâce est impossible. Question 15. Comment est l'emploi du pronom indéfini on dans les phrases? On me donne de temps en temps un livre. On me flatte, on me dit que mon pourvoi sera rejeté. On ajoute que ma grâce est impossible. La réponse, l'emploi du pronom indéfini on permet de désigner une autorité vague et impersonnelle représentant le système judiciaire et carcéral. Cela renforce le sentiment d'impuissance du narrateur face à une machine administrative et juridique, froide et distante, qui décide de son sort sans considération pour son individualité. Passons maintenant à la production écrite. La privation de liberté est-elle la plus grande des souffrances pour un être humain? Je répète, la privation de liberté est-elle la plus grande des souffrances pour un être humain? Vous développez votre point de vue sur cette question dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes, en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples précis.
Les critères de correction conformité à la consigne d'écriture, puis développement et une conclusion, progression du texte, le vocabulaire est mise en place, mise en page et ponctuation. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. Il est communément admis que la privation de liberté constitue une souffrance considérable pour un être humain. Être confiné, ne plus pouvoir aller et venir à sa guise, est perçu comme une atteinte fondamentale à notre existence. Cependant, peut-on affirmer catégoriquement que cette privation représente la plus grande des souffrances qu'un individu puisse endurer? Cette question mérite une analyse approfondie en s'appuyant sur des exemples concrets et des réflexions cohérentes. Dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, la narration met en lumière une forme de souffrance qui dépasse peut-être la simple absence de liberté physique. Le condamné, bien qu'enfermé entre quatre murs, est surtout accablé par l'angoisse de la mort imminente et la perte de son avenir, la torture morale de l'attente de l'exécution, la conscience de sa vie qui s'écoule inexorablement vers une fin tragique, semble engendrer une douleur psychologique intense. Cette œuvre plaide d'ailleurs contre la peine de mort en exposant ses souffrances intérieures. Ainsi, la, la perspective de la mort et de la perte de tout espoir pourraient être considérés comme des maux supérieurs à la seule restriction des mouvements. Par ailleurs, le personnage d'Antigone dans la pièce éponyme de Jean Anouilh, offre un autre éclairage sur la question. Antigone, confrontée à l'interdiction d'enterrer son frère, choisit de désobéir à la loi et d'accepter la mort. Son attachement à ses convictions morales et à sa propre conception de la justice la pousse à préférer la mort à une vie privée de sens et de liberté de conscience. Sa souffrance ne réside pas tant dans l'idée de mourir que dans l'impossibilité d'agir conformément à ses valeurs. Cela suggère que la perte de l'autonomie et de la capacité à vivre selon ses principes peut être une source de douleur profonde, parfois jugée plus insupportable que la perte de la liberté physique. Cependant, il ne faut pas minimiser l'impact dévastateur de la privation de liberté. Être coupé du monde extérieur, de ses proches et des expériences enrichissantes de la vie quotidienne engendre une souffrance réelle. L'isolement, l'ennui et le sentiment, l'ennui